coup de pourquoi. Écoutez bien, ici, les spécialistes de la résilience, les survivants du cancer, vous raconter leur traversée, leurs chocs, leurs peurs, leurs espoirs et leurs choix face à cette maladie qui les transformera à tout jamais. Laetitia, j'ai 42 ans. Je suis donc l'heureuse maman de 2 tornades, 2 flammes de vie. Lana qui a bientôt 19 ans et Lova qui aura 5 ans au mois de juin également. Je suis DIRCOM et image et donc je suis porteuse de l'anomalie génétique BRCA2 qui m'exposait à un risque accru de cancer du sein et ou de l'ovaire qui ont donc dévasté ma famille de mon arrière-grand-mère jusque ma maman. J'habite en région parisienne, ce qui m'a valu 1h30 de transport ce matin pour te rejoindre. Mais je suis hyper heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Merci. Bonjour Laetitia. Bonjour Magali. Et merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui au micro d'À coup de pourquoi pour un épisode spécial puisqu'avec toi, on va pas parler de la traversée de la maladie, mais justement de comment ne pas la traverser, la maladie, quand on est génétiquement porteuse. Laetitia, tu es la fondatrice et la présidente de Génétique Cancer, cette association qui se dédie à la lutte contre les cancers génétiques et ou héréditaires. Ma première question, Laetitia, c'est comment ça va aujourd'hui ? Ça va super bien. J'ai la pêche, il y a un peu de soleil, donc tout roule. Et alors, un cancer génétique, tu vas nous raconter comment ça commence à prendre place dans ta vie. En fait, pour moi, le cancer a toujours existé à l'intérieur des murs de ma maison, puisque donc je n'ai pas connu mon arrière-grand-mère. Elle est décédée très tôt, à la naissance de ma grand-mère. Elle avait 32 ans. On m'a parlé d'une longue maladie, mais évidemment avec un départ qui partait de la poitrine et des seins. Donc j'ai été élevée par ma grand-mère maternelle qui, elle, avait eu un cancer du sein et n'a pas souhaité se faire reconstruire. Donc j'ai toujours vu ma grand-mère avec un sein en moins. Et évidemment, ma maman, avec cette histoire familiale évocatrice, se faisait beaucoup surveiller, a toujours dit qu'elle serait assujettie à elle-même peut-être développer un cancer du sein. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé à la toute petite quarantaine, puisque à 42 ans, après des contrôles d'imagerie hyper réguliers et entre 2 images, elle a développé donc un cancer du sein hyper agressif, hyper invasif. Au départ, elle a parlé d'un petit cancer et puis finalement, ce cancer-là a métastasé et après s'être battue plus de 5 ans contre la maladie, elle en est décédée. Donc c'est à ce moment-là, finalement, que pendant son combat à elle, moi, je me rends compte qu'il y a un enjeu pour moi et que je suis peut-être la prochaine sur la liste. Donc très naturellement, en fait, on parle beaucoup, on communique énormément avec ma mère et je comprends que elle s'interroge sur le fait que ce ne soit pas juste une malédiction familiale. Donc elle va elle-même interroger son oncologue pour essayer de comprendre s'il y a une explication rationnelle et scientifique à tout ça. Et c'est là qu'elle commence un double parcours puisque elle réclame à corps et à cri d'être testée. Elle commence à se documenter parce qu'aux États-Unis, elle comprend qu'il y a des femmes qui se font enlever la poitrine parce qu'il y a un mauvais gène. Et c'est justement en chahutant un peu son cancérologue qu'elle parvient à être dans les premières à se faire tester. Et en fait, elle m'embarque avec elle. C'est-à-dire qu'elle dit, pour moi, c'est trop tard. Alors qu'elle se bat et que je sens bien qu'elle fait vraiment, elle met toutes les chances de son côté pour s'en sortir. Mais elle dit, la prochaine, en fait, c'est ma fille. Étant donné qu'elle est l'aînée, je veux qu'elle soit testée en même temps que moi. Donc, comme je suis majeure, en fait, moi, au moment où je fais le test avec elle, j'ai 22 ans. Parce qu'elle m'a eu très jeune. Moi, je ne le sais pas encore, mais je suis enceinte au moment où j'apprends que je suis donc comme elle porteuse de cette anomalie génétique. En France, sauf dans le cas de certaines autres mutations, on accepte de dépister des enfants. Mais dans le cas des BRCA, en fait, rien n'est justifié en fait avant l'âge de la maturité. Donc elle t'embarque, ta maman. Oui, oui, tout à fait. Et moi, pour moi, c'est vraiment une chance à ce moment-là. C'est-à-dire que, évidemment, en étant une bonne fille docile et sage et hyper consciente que c'est une bonne chose,
j'ai vraiment conscience que, elle me fait un super cadeau, quoi. Alors que certaines pourraient y aller à reculons. Moi, j'ai vraiment envie de savoir et j'ai vraiment envie, d'être avec elle. Faut savoir qu'on est ultra fusionnels et que, toutes les étapes de sa maladie, je les suis avec elle, j'assiste à tous les rendez-vous. Je suis hyper impliquée. Finalement, quand on apprend toutes les 2 qu'on est porteuses, au même moment, je sens que pour ma mère, c'est un véritable soulagement. L'explication de se dire que il y a pas juste, une injustice au fait que, le sort s'acharne et que, c'est pas, juste chat noir, ça s'explique donc pour elle qui est d'ailleurs très cartésienne, en fait, il y a une espèce, de voilà, de logique implacable. Là où c'est plus compliqué, c'est que, à ce moment-là, comme elle métastase, on va lui enlever une partie du poumon, elle sent quand même qu'elle va pas avoir, le même parcours que ma grand-mère, malgré que ma grand-mère est récidivée d'un cancer de la gorge, un cancer du côlon derrière. On a quand même perdu un de ses frères aussi à 33 ans d'un lymphome hodgkinien. J'ai l'impression que ma mère commence à sentir que pour elle, ça se gâte et je sens que, autant l'information est, capitale pour elle, autant elle flippe vraiment, pour moi et donc même si pour moi, c'est aussi un double soulagement que de savoir, après il y a vraiment, qu'est-ce que j'en fais de cette information? Et là, on est toutes les 2 hyper raccord parce qu'elle m'avait parlé de ses chirurgies préventives. Donc elle me dit, «En fait, en gros, il faut que tu te fasses opérer» et pour nous, c'est vraiment la seule issue de secours, positive pour, ne pas risquer de mettre en danger ma vie. Parce que pour le coup, plus on avance, dans la maladie et plus elle sent que son pronostic vital à elle est engagé et qu'elle vieillira pas, tout comme, a vieilli ma grand-mère. Ma grand-mère est décédée d'une fausse route alimentaire à 83 ans donc pour elle, c'est inconcevable d'imaginer de nous quitter. Sauf que, Quand tu dis «nous», parce que tu as des frères et sœurs? j'ai ma sœur qui est plus jeune, qui a 18 mois d'écart et donc ma mère, veut aussi convaincre, Audrey de le faire. Mais je pense qu'elle remet tous ses espoirs en moi, d'abord en mode, elle va y aller fonceuse en premier et puis, ensuite elle embarquera, sa sœur, et donc du coup après mon frère aussi qui est, issu d'un remariage. Mais je pense qu'elle est moins flippée pour eux que pour moi parce que voilà, elle en plus, on apprend que je suis enceinte après, donc elle se dit: «Elle va devenir maman», donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, moi, le plus dur pour moi, c'est d'être impuissante et de me rendre compte qu'avec mes moyens, je pourrais peut-être pas, la sauver. Donc je peux que m'employer à lui dire que je vais tout faire pour sauver ma peau et c'est un peu, la promesse que je lui fais sur son lit de mort aussi, en fait, finalement. L'action de ta mère, c'était d'essayer de te sauver toi et elle savait qu'après ça allait découler en fait. Toi, tu portes le relais, La quoi. porte d'entrée parce que finalement, elle se rend compte aussi en informant, du coup, ses apparentés, ses frères et sœurs. J'ai donc au même moment une cousine, qui développe, un cancer du sein à l'âge de 29 ans. L'information est très, très mal vécue, d'autant que finalement, on apprendra, par la suite que, le lymphome hodgkinien de mon oncle, est peut-être parti, au départ d'un cancer, du pancréas. Donc, on commence à comprendre, que finalement, la famille en fait, est endeuillée, à cause de ces cancers, héréditaires et ça devient, hyper, hyper lourd et hyper anxiogène. Donc, elle se dit, «Moi, la porte d'entrée de la prévention, c'est aussi une façon de pouvoir, rassurer et protéger, tout le monde» et elle me voit un peu comme, oui, l'étendard, en mode, on va pouvoir, complètement, inverser, les choses, à partir du moment où Laetitia, sera opérée. Et Donc, c'est le rôle que tu as accepté d'endosser. tout à fait. Mais je suis complètement OK et surtout, je pense que ça plaque à mon histoire. À ce moment-là, il y a une véritable cause et mission de vie et un alignement parfait. C'est-à-dire que je me sens pas du tout, influencée. J'ai vraiment, l'inspiration, de me dire, je vais, empoigner le sujet à bras-le-corps et c'est encore plus vrai quand je mets au monde, ma fille parce que vraiment dans ses yeux, c'est, immédiatement, le recours qui va me faire me dire, je veux pas du tout lui imposer ce que quelque part ma mère n'a pas choisi de m'imposer mais m'impose quand même. Voilà, l'accompagner en chimio, c'était hyper traumatique pour moi et à ce moment-là, je me dis: «Je veux pas transposer la même chose».
ça continue et ça continue et encore des filles. C'est beaucoup quand même là, comme mission. C'est un gros truc et en même temps, étant donné que ça fait vraiment partie de mon histoire, moi, à ce moment-là, je me rends compte que j'ai la possibilité de changer le cours de mon destin, ce qui est quand même Et celui des autres. ce qui est quand même un énorme cadeau que ma mère me fait à ce moment-là. J'ai le sentiment que de la même façon qu'elle me donne la vie, en fait, elle me donne du temps de vie derrière pour moi et pour ma descendance. Les choses s'imbriquent de façon assez naturelle et spontanée. Et à ce moment-là, je comprends pas que je m'apprête à faire un saut dans le vide qui va ensuite probablement, de par les années, me rattraper pour comprendre qu'il y a vraiment un chemin de vie atypique. Jusque-là, en fait, je suis sur les rails. Donc, Tu vois pas ce qu'il y a après. j'ai pas d'hors-piste. Toutes les choses se mettent de façon assez naturelle et j'ai envie de dire aussi sans la maladie et ça c'est énorme pour moi. J'aimerais savoir ce que tu as ressenti au moment où tu as eu le résultat de ton test. Au même moment, ta mère, tu dis, on sent que ça se gâte pour elle. Tu as ce résultat de test où tu es porteuse de la mutation et en même temps, tu es enceinte. Donc, c'est beaucoup. Qu'est-ce que tu trouves pour faire face à tout ça? Moi, je pense que j'ai vraiment un déclic au moment où j'accouche. J'ai vraiment conscience que vraiment la vie est là et plus belle que jamais. Au moment où évidemment ma mère perd la sienne, moi j'ai le sentiment d'avoir ces deux cœurs qui battent dans le mien et in fine, dans celui de mon enfant. Donc il y a vraiment l'histoire de cette transmission qui prend acte à partir du moment où moi j'ai ce projet de maternité qui aboutit. On est transformé aussi en tant que femme à ce moment-là parce que, voilà, moi j'ai ressenti au plus profond de ma chair l'envie de donner encore plus de sens à mon existence. Probablement ce que ma mère a essayé aussi de me démontrer, c'est-à-dire que c'est avant tout se battre pour sa vie et ses droits de femme et sa santé de femme, mais c'est le combat d'une mère qui a parlé et donc je pense que ça prend en fait le relais sur tout le reste. Et donc moi, j'ai aussi envie d'être dans cette exemplarité-là. Et je sais que c'est la bonne conduite à tenir, si je puis dire, avec les valeurs qu'on m'a inculquées. Et je me dis, si je me projette dans quelques années pour Lana, je pense que c'est aussi le plus beau cadeau que je puisse lui faire que de faire ce geste irréversible, certes lourd, mais qui vaut pas grand-chose, j'ai envie de dire, pour vivre. Est-ce que tu peux nous raconter, après cette information qui tombe, ton parcours? Qu'est-ce que tu as choisi? Pour moi, la seule façon de pouvoir me mettre à l'abri, c'est de me faire enlever la poitrine, donc sur des tissus sains, ce qui est un geste pas anodin à l'époque puisque il faut que je trouve un chirurgien. Donc en fait, la première étape, c'est d'abord de légitimer cet acte parce que même au moment où on m'apprend que je suis porteuse de cette anomalie, on me propose une surveillance, donc par imagerie, donc écho et mammo, alors que j'ai 22 ans et on me parle pas forcément de l'ablation préventive. Donc je comprends que ça va être à moi de remuer ciel et terre pour trouver la personne et le chirurgien qui acceptera de faire sauter mes seins. Hors de question de rester sur une surveillance. Impossible parce que ma mère étant très rigoureuse, j'ai bien vu que ça n'empêchait pas la maladie d'arriver. Et je pense que même si aujourd'hui, et on se tient à dire que les cancers du sein sont très bien soignés et qui se soignent dans une bonne majorité de cas, le fait que moi j'ai perdu ma maman parce que la véracité du protocole faisait que on n'a pas réussi à enrayer la maladie, je me rends compte que malgré un diagnostic précoce, parce que c'est arrivé très vite, ça peut être beaucoup plus menaçant que ce que je peux imaginer à l'époque. C'est impossible pour moi d'imaginer d'être zen en attendant une écho et des contrôles tous les ans. Donc faire sauter. Pas à la banque, mais voilà. Comment t'as fait ça? Qui t'a trouvé? Alors Parce voilà. que, surtout, on parle d'un moment, c'était il y a combien de temps? Alors c'est les prémices, vraiment. On y a pas est d'Angelina testé. encore. Non, il n'y a pas du tout d'Angelina. T'es pré-Angelina. Oui, voilà, je suis un peu un ovni. On me regarde avec des yeux écarquillés. Moi, je leur dis, je suis mariée, j'ai un bébé, je suis dans ma vie active et il est hors de question en fait que j'attende
attendre que le cancer arrive. Donc bon, j'ai quand même des arguments de poids. C'est vrai que le fait d'avoir perdu ma mère, en fait, montre quand même que on peut mourir de ces cancers. Donc je suis entendue, mais on me demande clairement de voir un staff de psy pour qu'en RCP, la décision passe. Ma mère était suivie à l'époque à Gustave Roussy et je veux pas écrire la même histoire dans le même établissement. Donc il y a 2 centres de référence en France et donc je vais à Curie et c'est là que j'ai trouvé mon docteur sauveur, comme j'aime l'appeler. À ce moment-là, je comprends dans son regard que il capte immédiatement que en fait on peut pas négocier. En fait, c'est non négociable et je pense qu'il a même l'esprit de se dire si c'est moi qui le fais, je vais bien le faire et je veux pas qu'elle aille voir un charlatan ou qu'elle parte à l'étranger parce que clairement je lui dis de toute façon si c'est pas en France, j'irai ailleurs et pour lui c'est impensable à ce moment-là. Donc il a les compétences pour le faire et moi je sens qu'il est d'attaque et ça fait du bien aussi d'imaginer qu'on accorde du crédit à ma demande parce que je pense que le plus important, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'on sente aussi des professionnels de santé en phase avec ce type de décisions qui sont quand même pas des décisions à prendre à la légère. Donc lui, il est très clair, il est cash et c'est ce que je dis encore aujourd'hui. On sait que ça peut compliquer, on sait qu'il peut y avoir une nécrose du mamelon parce que il préfère, comme je suis très jeune, conserver quand même l'aréole mammaire. On peut l'enlever aussi aujourd'hui. Alors moi, j'avais plus de 9 malchances sur 10 de développer ce cancer du sein, c'est-à-dire un taux qui avoisine le près de 90%. Donc c'est des calculs qu'on peut réaliser aujourd'hui en suivi personnalisé par des oncogénéticiens pour savoir quel est le risque de pouvoir développer en tout cas un cancer du sein au cours de ma vie. Et donc je fais chuter ce risque à 5%, donc qui est vraiment inférieur à la moyenne des femmes aujourd'hui, à partir du moment où je fais enlever cette glande mammaire. Mais il reste toujours un résidu de glande, puisque c'est très difficile de faire un curage complet. Donc, il faut bien comprendre que il n'y a pas de risque zéro derrière. Il faut continuer de faire des surveillances sur l'aréole, d'autopalpation aussi, parce qu'il y a des petits nodules qui peuvent arriver sur le sternum ou au niveau du creux axillaire aussi. Voilà, c'est des zones qui sont plus difficiles d'accès pour les chirurgiens. Mais moi, ça me va bien parce que, enfin, voilà, 90 contre 5%, je crois que, voilà, il n'y a pas photo. Et c'est le prix pour moi de ma sérénité d'esprit à partir du moment où finalement ma date est posée, je sais que je vais pouvoir me projeter à nouveau. Et alors, tu te souviens de ce moment où il t'a dit: «Allez, on y va, on le fait»? Oui, oui, je me souviens. Déjà, j'ai eu envie de lui sauter au cou. Il regardait ma poitrine avec beaucoup de bienveillance. J'avais un fort bonnet, donc ce qui était compliqué. Bon, lui a même qualifié mes seins de beaux seins, alors que moi, je pouvais vraiment... C'était difficile pour moi dans la mesure où il représentait un vrai danger de pouvoir apprécier ma poitrine. Donc, à ce stade-là, en fait, je m'en fiche complètement de savoir avec quoi et comment il va la reconstruire. Lui, il y apporte vraiment un intérêt au point que je lui ai dit, moi, pour faire mon deuil, si vous me remettez rien, je m'en fiche. T'étais prête à être à plat? Ah oui, oui, j'étais prête à ne pas être reconstruite. J'avais quand même des icônes en tête comme Jane Birkin. On était plutôt physique androgyne. D'ailleurs, j'étais dans les femmes de ma famille celle à avoir le plus de volume et de bonnet. Ma mère avait très peu de poitrine, ma sœur encore moins. Donc, pour moi, je rejoins le clan. Si j'ai plus de seins, c'est pas grave. Et puis à ce moment-là, je suis quand même avec le papa de Lana et je pense que comme il m'accompagne dans les rendez-vous, il y a aussi un consensus qui s'installe dans le couple et je trouve que c'est aussi important, même si la décision nous revient, de pouvoir trouver un juste équilibre. Et je remercie d'ailleurs à ce moment-là mon chirurgien aussi de me mettre sur la voie et de me dire il n'y a pas besoin de passer par une étape de plus rien avant de reprojeter des seins. Donc évidemment, de toute façon, comme c'est de la chirurgie réparatrice, la mutilation est quand même là. Et le résultat ne sera pas du tout ce que je peux imaginer en pensant que ça va être une reconstruction de seins très bimbo, très prothèse, très tout ça, quoi. On sent que de toute façon, il y a quand même eu une chirurgie traumatique et que du coup, on recrée l'illusion d'un sein derrière. Donc évidemment avec des prothèses, mais il peut pas remettre non plus le volume que j'avais. Donc je perds aussi en bonnet et il y a déjà un vrai choc en fait au réveil.
Donc 2 prothèses Sous le muscle pectoral. et des fillings, j'imagine? J'aurais pu, mais comme je suis très menue, c'est compliqué. Donc, il me parle de plusieurs étapes, en fait. Il me dit d'ores et déjà, de toute façon, on fait une première intervention. Peut-être qu'il y aura une reprise derrière. Moi, je lui dis clairement que de toute façon, je me contenterai du résultat et c'est assez vrai. Le seul souci majeur, c'est que sans le savoir, il me reconstruit avec les PIP. Et donc, je fais une énorme coque. Donc, évidemment, dans les 30% de complications, je me trouve dans ces 30%. Et je me retrouve, en fait, avec un sein presque... Enfin, quand je dis sous la gorge, c'est pour comprendre le degré d'asymétrie qui me gêne, en fait, énormément dans beaucoup de mouvements. Donc, c'est dur comme de la pierre, c'est compliqué. Et surtout, je prends un risque énorme parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas de quoi sont constitués ces PIP. Enfin, on sait que les produits sont toxiques et nocifs. Et donc, très vite, on se dit, si jamais la prothèse fissure, on repart à zéro, voire je mets ma santé en danger, plus. Donc, il va devoir réintervenir et me réopérer, mais vraiment contre ma volonté, quoi. D'ailleurs, cette deuxième fois, je suis à 2 doigts de faire demi-tour. Dans le couloir, on me rattrape. J'ai vraiment des souvenirs quand même de l'acte en tant que tel. C'est ce que je dis, c'est pas une opération des dents de sagesse, quoi. C'est douloureux. À l'époque, on soulage pas tout à fait les douleurs comme maintenant. Donc, la prise en charge aussi est compliquée. Voilà, j'ai un peu de morphine au départ, mais franchement, c'est une zone de respiration. Donc, voilà, je suis très tuméfiée. Ensuite, je vais avoir des réactions immunitaires, je vais gonfler avec de la lymphe, enfin, je vais devoir avoir des ponctions. Enfin, franchement, je suis passée par des tonnes d'étapes assez pénibles. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je comprends que, en étant indemne au départ, je me bascule dans un statut de patiente. Même si je suis pas malade, exactement. C'est à ce moment-là quand même que je suis exposée à des sujets qui sont assez costauds et puis psychologiquement parce qu'il y a l'état physique, après il y a la santé mentale aussi derrière et c'est très long pour moi. C'est-à-dire, tu peux expliquer? J'ai vraiment 10 ans où moi je me sens pas bien, c'est invisible et en même temps j'ai l'impression que tout le monde ne voit que ça. Moi, je vais me lancer même à l'assaut d'une reconversion professionnelle pour travailler d'un point de vue thérapeutique sur mon image parce que j'ai le sentiment que ça m'a complètement amputée. Et pourtant, voilà, la femme, j'ai conscience qu'elle ne se résume pas à la poitrine, mais c'est tellement le centre de gravité pour moi à ce moment-là que je suis obligée de travailler sur moi d'un point de vue aussi de l'image, de mettre en avant mes atouts et d'essayer de camoufler, de masquer en fait ce qui représente un vrai complexe. Donc, à la fois, tu vas au bout de ce que tu veux pour ta santé, à la fois, ça détériore quand même ton image de toi et ta santé mentale. Mais je l'avais sous-estimé en fait à ce moment-là. Je pense que mon chirurgien était vraiment conscient de ce qui allait se passer. Moi, je veux tellement foncer et c'est tellement important. J'ai jamais regretté ma décision, mais je prends vraiment conscience qu'il y a un travail dans l'après et on est complètement largué. C'est-à-dire que moi, j'ai eu justement 6 mois de staff avec un psy pour mettre en branle et en route mon projet de chirurgie. Et derrière, je rentre chez moi et je pleure et c'est compliqué pour moi. Et en plus, les complications, même si on a beau se dire ça peut arriver, quand on les vit, alors même si j'ai continué de danser, de faire des portées, de porter ma fille, de conduire ma voiture qui à l'époque n'avait pas la direction assistée, en fait, on est entaché dans le quotidien. Mais à chaque fois, évidemment, je pense à toutes ces femmes héroïnes pour moi qui se sont battues, qui ont eu les traitements et à chaque fois, je me dis, voilà, je dois pas me plaindre. que tu côtoies d'ailleurs à Curie. Que je côtoie à Curie parce que en ayant fait du coup cette formation de coach en image, donc je quitte la com pour pouvoir aller sur le secteur de l'accompagnement. Je décide de mettre en place des ateliers bénévolat. Donc je suis à Curie pour faire des ateliers de colorimétrie, pour justement accompagner les femmes qui traversent aussi la difficulté qu'on peut avoir à se regarder de façon assez bienveillante pour essayer de passer ces étapes compliquées des traitements. Et en fait, voilà, moi, je peux aussi échanger avec elles sur mon parcours qui, au départ, fait qu'elles comprennent pas ou elles savent pas toujours pourquoi je suis là. Et puis, voilà, en échangeant, je rencontre aussi d'autres femmes mutées. Et donc, tout prend sens aussi à ce moment-là pour moi. Et ça devient très thérapeutique, d'ailleurs. Mais ce qui va vraiment me faire sortir de mon silence, en fait, c'est l'annonce d'Angelina Jolie.
Alors raconte, C'est oui. c'est vraiment ça qui est fou parce que avant ça, moi, j'en parle à personne. Je fais vraiment en sorte que le moins de personnes, soient au courant et du coup, voilà, c'est l'annonce. Donc, j'ai une de mes amies qui travaille dans les médias à l'époque. Au moment où elle fait, évidemment, presque c'est presque un coming out, quoi, parce qu'il faut quand même vraiment assumer ce truc, ce choix médical. Finalement, à Curie, tout le monde sait que, voilà, je suis, probablement celle qui pourra témoigner le plus facilement. Je suis la plus jeune à avoir été opérée en France et ce jour-là, elle parle et je suis à Curie en plus, alors que l'atelier, tu vois, je l'ai une fois par mois, donc je me dis des fois quand vraiment ça veut, ça veut. Mmh. Donc évidemment, les équipes débarquent et je fais 1 minute, sur TF1 sur un JT à 20h et là, ma vie va prendre un tout autre tournant. Parce que des femmes du monde entier, en fait, vont chercher à rejoindre mon Facebook, à me poser des questions, et donc je rentre là dans, vraiment, je deviens porte-parole. Tu avais déjà l'étendard de ta famille et là, tu te retrouves quelque chose d'un peu universel, Tout à fait et c'est super chouette parce que, vraiment, le réflexe que j'ai, c'est: «Non mais j'aimerais trop l'appeler pour savoir comment ça s'est passé Angelina». Du coup, il faudrait vraiment que j'ai son 06 et en fait, je me dis: «Mais c'est génial s'il y a des femmes qui vont vraiment besoin». Je me rends compte combien je vais pouvoir les aider parce que finalement, j'ai vécu aussi tout ça seule, sans ma maman, à mes côtés, avec ma sœur qui, aussi a été paniquée, affolée. Donc je me dis, il va falloir que j'en fasse une force et que je montre que malgré les difficultés, les embûches de ce parcours, aujourd'hui, je vais bien. Ce qui est fou, c'est cette temporalité qu'il m'a fallu pour pouvoir en faire vraiment quelque chose de lumineux, une fierté. voilà, une fierté, quelque chose de beau. Ça prend du temps, en fait, de transformer vraiment, cet essai en quelque chose d'esthétique aussi, dans ma vie. Finalement, ça a quand même répondu à mes attentes et donc remettre des décolletés, tout ça, petit à petit, me sentir bien en maillot de bain, enfin voilà. Tout va s'accompagner de la suite d'un point de vue extérieur, mais surtout d'un point de vue intérieur et je pense que c'est ça le plus important, en fait. Ce que je voudrais comprendre justement, c'est ton geste qui prend justement une portée un peu universelle et la construction de ton association. Ça fait suite à ça aussi, c'est Oui. ça? Oui, après, on est très vite dépassés. C'est-à-dire que moi, je me suis pas rendu compte que, ça allait pouvoir, faire, aussi vite, son chemin et répondre à une attente. Donc là où je comprends que finalement c'est énormément de messages, c'est du temps. Je me mets à aller, dans les restaurants, montrer ma poitrine. Il y a des filles qui viennent, même parfois de Dubaï. Enfin, c'est complètement, insensé ce qui se passe. Du coup, je suis sollicitée aussi pour d'autres, émissions, pour parler et à ce moment-là, c'est dur pour moi, même si je suis communicante dans l'âme, de faire le chemin, de dire, «OK, bah, là, il faut que je parle d'un truc hyper intime, il faut que je mette un peu mes seins sur la table». Enfin, je me rends compte à chaque fois aussi que je sors des interviews que c'est très frustrant de parler de ça rapidement, que c'est un sujet qui est long, qui entache aussi parfois et devient anxiogène pour, la famille parce que moi, j'ai toujours on rentre par la porte d'une histoire d'une femme, mais derrière, il y a, peut-être une sœur, une cousine, un oncle, voilà, un papa, évidemment, puisque c'est une mutation qui se retransmet, donc on a une malchance sur 2 de redonner cette anomalie à nos enfants. Donc il y a des parents et des pères qui sont hyper, bloqués, en fait, à l'idée de pouvoir, transmettre l'information à leurs enfants et je me rends compte que tout ça, en fait, ça fait écho à même des conflits familiaux. Enfin, voilà, ça me dépasse complètement, en Ouais, et fait, puis ce du qui se passe. non-dit, des Du non-dit et je me rends compte en parlant avec, du coup, les acteurs, en santé, qu'il y a pas d'association de patients et que, bah, c'est aussi une carence que moi j'avais ressentie au moment où tout ce parcours, se présente pour moi. Il y a une volonté de se dire, en fait, ça va dépasser ma propre histoire et je vais porter plusieurs voix. Donc, il faut que je puisse mettre en place une plateforme. Et du coup, je réfléchis 6 mois quand même en me disant, là, une fois que tu vas mettre le doigt dans tout ça, c'est presque l'engrenage qui va faire que ça va dépasser la femme. Mais c'est vrai que je veux pas, du coup, lâcher après mon bébé et me dire que j'ai pas les épaules assez solides pour mettre tout ça en cheville. Donc très
vite, je vais surtout encourager celles qui viennent à moi. Je vais écrire un livre, donc je vais faire des dédicaces. Donc, je vais partir à la conquête finalement d'ambassadrices pour porter aussi ces messages, continuer d'assurer ces conférences, des prises de parole aussi en région parce que je peux plus autant me déplacer, puis qu'avec mon boulot, ça devient impossible. Avec ma fille aussi qui grandit. Donc, on a créé maintenant, il y a 8 ans, Génétique Cancer. Quand je me dis que dans 2 ans, ça va faire 10 ans, c'est le plus beau projet de vie qu'on puisse mener aujourd'hui, même si c'est très chronophage, c'est difficile au quotidien aussi d'être dans ces sujets qui sont très lourds et qui continuent aussi de décimer et d'abîmer beaucoup de familles. Moi, j'ai envie d'en retirer du positif, de la force de vie et de la valeur ajoutée, quoi. Donc, je m'emploie à mettre tout le temps qui m'a été donné grâce à cette chirurgie et ces chirurgies préventives, puisque j'ai fait l'ovarectomie il y a maintenant 3 ans. Je me dis, voilà, moi, tant que je suis en pleine forme et en pleine santé, je trouve beau de consacrer du temps et de l'engagement à ce super projet. À aider les autres. Si on a besoin, justement, d'être aidé, comment on s'y prend? C'est très simple. Alors, on est hyper actif sur les réseaux sociaux parce que je pense qu'en fait, le message doit arriver à partir des antécédents familiaux. Donc, ça concerne en fait tout un chacun. C'est à partir du moment où on se dit, il y a au moins 3-4 cancers dans ma famille, dans une même branche parentale, donc maternelle ou paternelle. Des cancers avec des survenus à des âges relativement précoces. Donc, c'est bien souvent avant l'âge de la quarantaine. On dit souvent autour de 36 ans. Maintenant, on teste quasiment tous les hommes et les femmes qui sont malades à des survenus à des âges très jeunes. Mais avant, c'était pas le cas pour tout le monde. Donc, c'est vrai que quand on n'a pas que non plus l'existence de cancers féminins, je dis toujours ça peut être des mélanomes, ça peut être des cancers gastriques, ça peut être des tumeurs cérébrales. Quand on a au moins 3-4 cancers dans sa famille, je pense que ça vaut le coup d'interroger en fait une consultation oncogénétique. Donc, sur le site internet de l'association, vous pouvez prendre contact avec nos ambassadrices qui sont sur toute la France, qui peuvent vous éclairer. Et puis après, il y a aussi une liste et un annuaire des consultations oncogénétiques un peu partout. Il faut savoir que c'est toujours plus facile de rentrer par la personne qui a été malade, qui s'est elle-même déjà fait tester. C'est-à-dire que moi, j'ai pu savoir pour moi parce que ma mère avait été testée. Et donc, c'est toujours plus facile de chercher à partir de ça. Mais qu'il existe aujourd'hui une centaine de prédispositions génétiques. Ça peut aussi concerner parfois des tumeurs du cerveau. Les gènes les plus retrouvés aujourd'hui, c'est en dehors des BRCA, c'est le PALB2, c'est le TP53, qui peuvent aussi exposer à des cancers des tissus mous, des sarcomes chez les enfants. Des fois, ça rentre aussi par la porte des cancers pédiatriques. Donc, il faut essayer d'avoir ces réflexes, questionner la famille. Je pense que c'est super important. Ça, c'est pas aussi des choses qui sont faciles et évidentes. Poser les questions et venir nous envoyer un petit message, un mail. Je crois que le premier pas, le plus difficile, c'est ça. C'est de prendre contact avec l'association. Et après, nous, derrière, à partir du moment où il y a une main tendue, je pense que le parcours se fait de façon beaucoup plus simple et on comprend en fait l'intérêt d'un test. Et à quoi est-ce que ça sert de savoir qu'on est porteur et comment est-ce qu'on peut derrière, en fait, vraiment gérer son capital santé et avancer pour prévenir et protéger voilà, les membres de sa famille. Ton association, Génétique Cancer, tu as dit Instagram, Facebook, comment te joindre? Le LinkedIn aussi. Et le moteur vraiment de l'association, c'est que l'association repose sur du bénévolat. On n'a pas de salariés aujourd'hui, donc c'est effectivement tous les acteurs en dehors des femmes et des hommes concernés. Donc d'ailleurs, ils sont appelés à nous rejoindre vraiment. On a besoin de vous. C'est de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui déployer, collecter. Pour nous, c'est très important de continuer de financer la recherche. Voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de vous engager pour une cause importante à venir nous rejoindre. Voilà, n'hésitez pas. Et si on parle de femmes et si on parle de ce qui se passe en ce moment, qu'on voit beaucoup plus les femmes, qu'on les entend, qu'on les écoute, il y a quelque chose qui résonne chez toi en ce moment? Bah oui, carrément. Il faut qu'on puisse continuer d'apporter du crédit à nos combats. Aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment quand même que c'est difficile de se frayer un chemin, mais
On est en train de se dire qu'on n'arrivera plus à donner de contributions financières à des hôpitaux pour que ces tests génétiques soient prescrits et qu'on puisse continuer en fait de faire bénéficier ces familles. Tu te rends compte quand même que c'est difficile d'émerger dans un contexte de crise. Il faut absolument qu'on fasse bloc. Il faut que on soit moins tendre aussi en fait. Enfin, il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui font des tribunes, qui ont des revendications et tout. Et en fait, je me dis malheureusement, c'est peut-être la next step pour Génétique Cancer, alors que j'aurais pas voulu en venir là, tu vois. Mais on sent qu'on est obligé d'appuyer nos démarches, d'être incisive. C'est difficile. Donc oui, je m'associe à tout ça. Et puis je pense que effectivement, c'est encore plus vrai depuis la Covid, parce que le système en santé aussi en France, il est délabré et qu'il y a de quoi vraiment s'inquiéter, tu vois. Donc pour mes enfants et pour mes filles, oui, je pense que on peut plus passer par la méthode douce. Et surtout, je pense qu'il faut dès le plus jeune âge, et ça c'est valable pour les filles comme pour les garçons, comprendre qu'on a un rôle en société. Tu peux changer le monde de demain avec des gestes du quotidien. En tant que mère, en fait, moi, je porte une vraie responsabilité en charge mentale. Quel individu tu vas proposer à la société? Exactement. Et aujourd'hui, voilà, pour moi, la meilleure des solutions, c'est de se dire, il faut faire comme je fais. Et donc, regarde, voilà, comme ça pour t'investir. Et si c'est pas chez Génétique Cancer, trouve ta voie et donne de ta personne pour essayer de faire évoluer les choses et les sujets engage-toi, ouais. Laetitia, ton parcours est étonnant et hyper fort, hyper puissant. Donc après ta double mastectomie et ton ovariectomie, je vais te poser évidemment la question du podcast, le pourquoi en 2 mots. Ce parcours et cette difficulté, cette perte de tes proches, tout ça t'a amené devant moi aujourd'hui et maintenant. Est-ce que t'as donné un sens à ça? Est-ce que ça t'a transformé, toi? En tout cas, ça a transformé ma vision des choses, parce que finalement, d'un mauvais gène, j'ai vraiment décidé d'en faire une belle histoire. Et je pense qu'il n'y a pas de parcours sans faille. Ce qu'il faut, c'est se relever et s'employer à avancer, à aller de l'avant. Et pour moi, c'était vraiment essayer de transformer cette information capitale que j'ai reçue à 20 ans en quelque chose qui m'a donné de la valeur ajoutée à ma qualité de vie, à ma façon de pouvoir empoigner mon destin, à ma façon aussi de pouvoir transformer probablement l'histoire pour mes enfants. Donc c'est ça qui me réjouit aujourd'hui et qui me permet de garder ma joie de vivre et de m'employer à mettre tout ça au service des familles à risque de cancer. Je trouve que c'est bien de pouvoir tirer vraiment des leçons des difficultés qui se présentent à nous. Voilà, dans cette destinée, moi, je trouvais hyper important de pouvoir m'employer à en faire quelque chose de beau et de grand pour l'humanité. Merci beaucoup, Laetitia. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.